Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je déclare ouverte cette 5e édition des JEA, c'est-à-dire des Journées de l'économie autrement. Alors, nous commençons tout de suite avec un temps d'accueil qui, Internet oblige, cette année ne va durer qu'une dizaine de minutes. Puis nous enchaînerons avec la première table ronde de ces JEA, à savoir relance, comment faire et pour quelle finalité. Alors, cette édition 2020, vous le savez, est particulière à plus d'un titre. Et donc, vous allez assister pendant 2 jours, aujourd'hui vendredi et demain samedi, à des journées de l'économie autrement, c'est-à-dire différentes de celles des autres années. Déjà parce que pour la première fois, et du fait des contraintes sanitaires, elles se déroulent intégralement en ligne et uniquement sur Internet, sous forme de visioconférence on a essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus participative et interactive possible. Et puis, on a dû, voilà, en quelques semaines, basculer l'intégralité du programme des JEA, c'est-à-dire ces 35 événements, ces 146 intervenants et intervenantes, intégralement en ligne, et aussi vous, c'est-à-dire ces milliers de participants. D'ailleurs, sans surprise, étant donné le format numérique de ces JEA, nous battons cette année le record du nombre d'inscriptions aux Journées de l'économie autrement. Et puis des Journées de l'économie autrement, aussi et surtout parce qu'il s'agit de la première édition qui va se dérouler sans Philippe Frémaux. Philippe, ancien PDG de la coopérative alternative économique, que beaucoup d'entre vous connaissez, était et restera le principal fondateur et initiateur des Journées de l'économie autrement. Il nous a malheureusement quittés début août et donc nous lui rendrons hommage tout au long de ces 2 jours. Et ces JEA lui sont bien évidemment dédiés. Alors, ces JEA CES, mais aussi ces JEA SES, c'est-à-dire les siennes, celles de Philippe. Parce que cette année encore, c'est bel et bien Philippe qui est à l'origine du programme qui vous est proposé. Alors, pour suivre ces JEA, c'est très simple. Inscrivez-vous sur journéeéconomieautrement.fr à chacune des conférences auxquelles vous voulez participer, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour cette table ronde. Et une fois connecté, vous avez la possibilité, bien entendu, de suivre les échanges, mais aussi de participer. Vous pouvez participer ici à droite de votre écran. Vous pouvez échanger sur le chat. Vous pouvez poser vos questions et voter pour les questions les plus pertinentes. Les animateurs et les animatrices, d'ailleurs, ont la consigne de piocher dedans pour animer les débats. Et enfin, vous pouvez répondre aux sondages qui vous seront proposés tout au long des 2 jours. Et d'ailleurs, là, il y a un premier sondage qu'on a lancé. Avez-vous déjà participé au JEA à Dijon en présentiel lors de l'une des 4 éditions précédentes? En gros, est-ce que vous êtes déjà venu au JEA? Oui ou non, c'est parti. Vous pouvez voter et nous regarderons les résultats dans quelques minutes. Alors, en attendant, ce temps d'accueil se poursuit maintenant avec une vidéo de 4 minutes, qui a été réalisée avec la ville et la métropole de Dijon, présidée par François Rebsamen, qui, rappelons-le, avec la région Bourgogne-Franche-Comté, présidée, elle, par Marie-Guide Buffet, nous accueille pour ces JEA. Alors, nous accueille virtuellement, certes, mais nous accueille tout de même. Et c'est important pour nous, même en ligne, à Alternative économique, de bien marquer l'ancrage territorial des JEA en Bourgogne-Franche-Comté et à Dijon. Puisque, pour rappel ou pour information, le siège de la coopérative alternative économique est à Quetigny, en banlieue de Dijon. Et c'est à Dijon qu'Alternative économique a vu le jour il y a 40 ans ce mois-ci. Donc, bon anniversaire Alternative économique. Et on peut envoyer la première vidéo. Dijon accueille pour la 5e année consécutive les Journées de l'économie autrement, organisées par le magazine Alternative Éco, Alternative économique, plus exactement des Journées de l'économie autrement. C'est le titre choisi par Jérémy Dousson, qui est le directeur général du magazine, pour cette édition 2020 qui ne ressemble pas aux précédentes. Nous avons en effet tous été bouleversés, je voudrais le dire ici, par le décès survenu début août de Philippe Frémaux. C'est Philippe qui créa avec succès
les Journées de l'économie autrement, dont la première édition eut lieu en 2016 et qui sont devenues l'événement phare d'Alternative économique, mais beaucoup plus largement un rendez-vous incontournable du monde de l'économie sociale et solidaire. Les Journées de l'économie autrement étaient sa fierté. Il en a fait une magnifique réussite citoyenne. Je sais que Philippe a jeté ses dernières forces dans l'organisation de cette nouvelle édition, devenue malheureusement numérique en raison du contexte sanitaire. Sa disparition est pour nous une grande perte. Pour Alternative économique, au moment où le magazine s'apprête à fêter ses 40 ans, mais plus largement pour les sciences économiques et sociales qu'il a constamment soutenues après les avoir enseignés au début de sa carrière, pour l'économie sociale et solidaire, qu'il a accompagné toutes ces dernières années de son regard critique, souvent critique, mais toujours bienveillant. Philippe a laissé à ses collègues l'image juste d'un journaliste brillant, rigoureux, particulièrement exigeant sur le fond. Jusqu'à la fin, il est resté épris de la chose publique, un observateur scrupuleux de la société, une plume vigoureuse, un essayiste de grand talent. Philippe Frémaux était un esprit libre. Il était un homme intègre et passionné, dont j'appréciais personnellement l'humour, l'honnêteté, l'exigence intellectuelle, la générosité et, pourquoi ne pas le dire, l'humanité. Doté de connaissances très larges dans un nombre impressionnant de domaines, il avait un jugement très sûr sur les hommes et les idées. Il était une figure marquante de la gauche et de l'écologie, de ces économistes autrement. Il pensait la transition écologique, mais dans la justice sociale, comme le moyen de réconcilier le nécessaire et le souhaitable. Philippe nous quitte à un moment où nous avions tant besoin de lui pour repenser un monde où économie, justice sociale, écologie ne seraient plus opposées, mais alliées au service du bien-être collectif des humains. Le programme de cette 5e édition est bien évidemment marqué par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur nos sociétés. Les organisateurs ont également voulu aller plus loin dans le débat autour du monde de demain. Il est judicieux, me semble-t-il, d'inscrire cette rencontre dans une démarche prospective, résolument prospective. Aujourd'hui, le rôle de nos territoires, de nos villes, bien sûr, il faut les citer, ne consiste pas uniquement à accompagner les changements, mais à être les acteurs de ces évolutions. Pour cela, il est nécessaire de connaître les défis sanitaires, économiques, sociaux, politiques et culturels auxquels nous devons faire face et auxquels nous devrons répondre dans les années à venir. Ces regards croisés permettent d'apporter un éclairage sur des questions essentielles et de donner de la visibilité aux réflexions et aux projets relevant de l'économie sociale et solidaire, dont les valeurs portées par le secteur sont et restent la solidarité, le développement durable ou encore l'économie responsable. Je souhaite à chacun et à chacune, selon la formule consacrée, 2 belles journées pour débattre, échanger, imaginer ensemble. Merci. Alors, nous parlions d'ancrage territorial des JEA avant cette vidéo de la ville et de la métropole de Dijon. Notez que la 2e table ronde, celle de 11 h ce matin, qui suivra celle-ci, sera consacrée à plusieurs initiatives qui font bouger les territoires, et notamment la région Bourgogne-Franche-Comté. D'ailleurs, nous avons réalisé un dossier spécial dans le numéro de novembre d'Alter Eco sur 25 initiatives très concrètes partout en France. Mais tout de suite, c'est au tour d'Hugues Siby de nous dire quelques mots sur les JEA. Alors Hugues, tu vas nous dire quelques mots en tant que président de la Fondation du Crédit Coopératif, mais aussi et surtout aujourd'hui, j'imagine, en tant que compagnon de route et ami de très longue date de Philippe Frémaux. Hugues, il faut que tu actives ton micro, Hugues. Pardon. C'est bon. Les aléas du direct, il n'y a pas de souci.
Voilà, nous y sommes. Bienvenue à tous pour 2 journées de résistance, d'initiative et d'imagination pour une autre économie. Après Jérémy et François Rebsamen, j'ouvre avec émotion l'édition 2020 des JEA, m'exprimant ici, comme tu viens de le dire Jérémy, comme ami de Philippe Frémaux depuis 40 ans, mais aussi comme rédacteur d'Alter Eco dès 1981 et aujourd'hui président de la Fondation Crédit Coopératif, partenaire fidèle des JEA. Mon émotion naît d'une tristesse due à la disparition prématurée de Philippe. François Rebsamen vient de très bien en parler. Son immense talent, son courage, sa camaraderie nous manqueront cruellement. Mais grâce à la volonté sans faille de quelques-uns, son œuvre continue cette année et elle devra continuer. Un certain vague à l'âme naît aussi de l'impossibilité de nous retrouver physiquement à Dijon. Le Palais des Ducs, les verres de Bourgogne, la convivialité des discussions de couloir nous manqueront. Promettons-nous donc de nous retrouver à Dijon l'an prochain. Le ton de gravité naît enfin du caractère menaçant de la situation à laquelle doit répondre l'économie autrement. Une crise sanitaire inédite, des conséquences économiques et sociales graves et encore devant nous, la pauvreté et les inégalités sociales qui explosent, les risques populistes de montée de la haine et surtout des menaces écologiques sans précédent pour la planète, la biodiversité et l'humanité. Notre devoir de combativité et d'imagination est donc d'une intensité sans précédent pour que l'économie autrement ne soit plus un supplément d'âme ou un combat idéologique minoritaire. Notre ambition collective, notre engagement de ces 2 jours devrait être que l'économie autrement devienne la norme. Je le dis comme président du labo de l'ESS avec la légitimité d'un militantisme ESS de 40 ans et mon désir inentamé que l'ESS pollinise le reste de l'économie. L'économie autrement est celle où le pouvoir de décision n'appartient pas au seul actionnaire, où la lucrativité est limitée, où des critères d'utilité écologique et sociale sont pris en compte, où le pouvoir et les revenus sont équitablement partagés. Comment allons-nous réfléchir et bâtir ensemble pendant ces 2 jours? Je suggère 3 principes. Premier principe, un va-et-vient entre l'action et la réflexion, entre le micro et le macro. Partons d'expériences concrètes pour réfléchir. Le monde de demain existe déjà dans celui-ci. Mais il faut passer d'initiatives dispersées à un faire système et à un véritable récit mobilisateur et joyeux de l'autre économie. Second principe, sortir d'une vision économiciste, abandonner une certaine arrogance économique pour réencastrer l'économie à sa place. La crise sanitaire montre clairement les excès de la marchandisation, de la santé, de l'éducation ou de la culture. Enfin, troisième principe, sortir d'un face-à-face réducteur entre plus de marché ou plus de régulation par l'État. L'enjeu actuel de l'économie autrement, c'est, de mon point de vue, comment le citoyen conquiert davantage de pouvoir direct sur la production, la distribution, la consommation, l'épargne, les choix énergétiques, etc. C'est l'enjeu de la République ESS que lance au très bon moment ESS France et dont Jérôme Sadier va nous parler. Nos travaux ne doivent pas sous-estimer 2 obstacles. Premier obstacle, la bataille des idées en faveur de l'économie autrement est loin d'être gagnée. Les économistes classiques et le patronat restent sur une vision Black Friday de la relance et de la croissance. Parlons plutôt de plans de transition et de transformation que de plans de relance. Second obstacle de taille, la contradiction entre l'urgence sociale du court terme et l'enjeu d'un long terme écologique. J'illustre ceci en me demandant comment combiner la lutte contre une précarité alimentaire qui devient insupportable et l'invention d'une alimentation durable. Pour conclure, je mets subjectivement sur la table 3 pistes pour l'après-JEA. D'abord, ça a été dit, mais c'est vraiment fondamental, faire des territoires les écosystèmes prioritaires de la transition vers l'économie autrement. Nous devons travailler à de nouvelles coopérations locales, incluant les citoyens, l'ESS, les entreprises de proximité, les collectivités territoriales, de véritables pôles de coopération. Ensuite, transformer l'emploi et redonner du sens au travail pour sortir de l'ubérisation sur la base d'un carré vertueux. Un contrat, une protection, un collectif de travail, un sens de l'utilité sociale. Enfin, donner à l'économie autrement une dimension européenne. Un plan européen de l'ESS est en préparation, réussissons-le. L'économie autrement ne peut être le projet d'un seul pays. Les JEA 2021 devraient être européennes. Je nous souhaite bien davantage que de fructueux échanges de colloques. Je fais le vœu que ces JEA nous aident à résister, à expérimenter, à voir loin, pour gagner collectivement la bataille d'une autre économie vers 0 carbone, 0 exclusion et 0 pauvreté. Je vous remercie.
Merci Hugues. Merci. Alors nous arrivons au bout de ce temps d'accueil. Pour le conclure, nous avons décidé de vous projeter une courte vidéo de 2 minutes 30. Il s'agit d'une vidéo que nous avons réalisée suite au JEA de 2017, il y a 3 ans donc, dans laquelle Philippe Frémaux nous présente les JEA. Et après tout, les journées de l'économie autrement, c'est encore, aujourd'hui encore, Philippe Frémaux qui en parle le mieux. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont jamais assisté au JEA, et d'ailleurs, si on regarde le sondage, vous êtes une bonne majorité à ne jamais avoir assisté au JEA en présentiel, comme on dit maintenant, cette vidéo va vous permettre de voir ce qu'étaient les JEA en présentiel, justement, avant le Covid, et puis ce qu'elles redeviendront après le Covid, espérons-le, dès l'an prochain. Merci. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce temps d'accueil qui, vous l'avez vu, était aussi un temps d'hommage à Philippe et puis un peu un temps de rodage aussi dans l'utilisation des outils techniques. C'est une grande première pour nous tous et nous toutes. Donc, merci aussi de votre compréhension. Et puis maintenant, je laisse la parole à Laurent Jeannot, directeur de la rédaction d'Alternative économique, pour votre première table ronde, relance, comment faire et pour quelle finalité. Alors Laurent, Aurore, Jérôme et Timothée, à vous la parole. Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous pour ce débat qui ouvre les JEA, les Journées de l'économie autrement, et que j'ai le plaisir d'animer. Et les JEA aussi qui clôturent le mois de l'ESS, il faut le rappeler, les JEA sont partie prenante de cet événement national. Alors, on va, pour cette conférence d'ouverture, questionner le plan de relance du gouvernement. Comme le disait Hugues Sibyl, est-ce que c'est une relance Black Friday? Est-ce qu'on peut imaginer une autre façon de faire? Alors, ce qui est clair, c'est que l'économie française a connu un plongeon historique de son activité. C'est quasiment du jamais vu en temps de paix. Et face à ça, le gouvernement a mis sur la table 100 milliards d'euros. Alors 100 milliards d'euros, sur le papier, ça peut paraître assez impressionnant. Ça correspond de facto à la perte de richesse de l'économie française pendant le premier confinement. Alors, est-ce que ça suffira à relancer la machine? On peut en douter. D'abord, le plan s'étale sur 2 ans. Et il aura probablement du mal à monter en puissance. À court terme, ce qui est sûr, c'est que les montants débloqués seront moins spectaculaires. Quand on regarde un petit peu la structure de ces 100 milliards d'euros de ce plan de relance, il ressort que 30% sont consacrés à lutter de façon urgente contre la crise qu'on vit aujourd'hui, et 70% des montants visent à plus long terme à reconstruire l'économie. Alors, ça peut être intéressant de comparer avec nos voisins allemands. On aime bien se comparer avec nos voisins. Eux, ils ont mis en place un plan de relance de 130 milliards d'euros, mais pas avec la même structure. C'est-à-dire que 60% de cet argent est consacré à lutter contre la crise, là, maintenant, tout de suite, et 40% à se projeter plus dans le long terme. Autre critique qu'on peut faire à ce plan de relance, les entreprises vont recevoir des aides importantes. Vous savez que les impôts de production vont diminuer de 20 milliards d'euros, mais sans aucune contrepartie. Tandis que quasiment ou très peu est fait pour aider les plus démunis. On parle de 800 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour les plus démunis, même s'il y a eu des annonces hier qui restent encore à préciser du gouvernement qui visent les travailleurs précaires, ce qu'on appelle les permittents, vous savez, ceux qui font des allers-retours entre chômage et emploi. Enfin, le volet écologique du plan de relance n'est pas exempt de contradictions. Alors, qu'est-ce qui a motivé les choix du gouvernement? Quel impact ça va avoir sur l'activité? Et est-ce qu'une autre relance est possible? C'est toutes ces questions dont on va débattre avec nos invités, que je vais vous présenter rapidement. Tout d'abord, Aurore Lalucq, qui est économiste, cofondatrice de l'Institut Veblen et députée européenne. Il y a aussi à cette table ronde Jérôme Sadier, qui est président d'ESS France, vice-président du Crédit Coopératif et
également Timothée Duverger, maître de conférence associé à Sciences Po Bordeaux. Alors, je vous propose de structurer la discussion autour de 2 points. D'abord, essayer d'évaluer si le plan de relance est à la hauteur, dans une logique plus de court terme, hein, face à la crise liée au Covid qu'on vit actuellement. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la réponse de l'exécutif est bien calibrée pour faire face à l'urgence? Et dans un deuxième temps, on essaiera de se projeter un peu plus dans l'avenir, d'essayer de voir si à moyen terme, pas forcément à long terme, parce qu'à long terme, on est tous morts, hein, comme disait Keynes, mais au moins à moyen terme, est-ce que ça permet de poser les jalons de ce fameux monde d'après, hein, qu'on nous a promis? Alors, tout d'abord, Aurore Lalucq, d'un point de vue macroéconomique, le plan de relance du gouvernement est-il suffisamment ambitieux? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Merci de l'organisation de ces journées, c'est vrai que c'est dans un contexte difficile. Alors, est-ce que ce plan de relance est suffisant à court terme? Déjà, il faut avoir en tête que, sincèrement, on a un certain nombre de problèmes qui font que, aucune relance n'est vraiment possible. Relancer l'économie, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire revenir à ce qui a été fait avant. Or, cette crise, elle a eu un impact significatif majeur sur l'état de notre économie structurellement, hein, déjà. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de l'économie qui probablement ne reviendront pas, hein, qui ont été durablement touchés. On pense à l'aviation, à l'automobile, mais aussi à des choses qui peuvent paraître, disons, pas forcément d'importance, mais qui le sont, comme les boîtes de nuit, toute une partie de la restauration, on ne sait pas si elle va revenir, etc. Donc, il y a la structure même de l'économie a été profondément touchée. Donc, un plan de relance qui peut paraître conjoncturel et qui nous permet de revenir à la situation d'avant, qu'elle soit pire ou meilleure, déjà, il faut savoir que ça, c'est pas possible. Ensuite, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que notre économie a été touchée profondément, mais le patrimoine aussi du pays a été touché profondément. Les institutions, l'état psychologique de la population, les relations sociales, et que ça va avoir aussi un impact majeur. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas quantifiables d'un point de vue monétaire. Par exemple, quand on pense à tous les jeunes, à tous les étudiants qui ne peuvent pas aller à la faculté quasiment depuis 1 an, là, on est en train de perdre du capital économique sans s'en rendre compte. Et c'est pas encore quantifié, et c'est pas quantifiable. Et d'ailleurs, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit pas quantifiable, mais n'empêche que ça va impacter durablement notre économie. Donc, en ce sens, un plan de relance, déjà, c'était très difficile. Faut être assez honnête avec ça. Ensuite, l'autre difficulté à laquelle on doit faire face, c'est que la meilleure politique économique aujourd'hui, c'est la politique sanitaire. Or, là, il faut bien avouer que le gouvernement n'a pas été bon. Voilà. Il y a eu beaucoup de retard à l'allumage, même quand d'ailleurs on avait des dispositifs à disposition. On pense par exemple à la question des masques. Ils étaient présents cet été, ils n'ont pas été utilisés à temps, etc. Et puis par ailleurs, là, il y a vraiment un souci, je serais tentée de dire d'ordre idéologique, c'est qu'on sait qu'il va falloir réformer le système sanitaire. Alors, le lien entre médecine de ville, hôpital, etc., s'appuyer aussi sur des structures différentes. Et là, on pense à l'ESS, évidemment. Mais on va avoir aussi besoin d'hôpitaux en surcapacité, parce qu'on sait qu'on va avoir une multiplication de ce genre d'épidémie. Or là, on voit bien qu'on a un gouvernement qui freine des cas de fer, qui ne veut pas embaucher plus de fonctionnaires parce que ça l'engage à long terme, et que ça, c'est un point de vue idéologique. Donc la relance, elle est aussi abîmée par tout ça, sincèrement, par des vraies difficultés, mais aussi par un angle idéologique problématique sur la question sanitaire. Ensuite, est-ce que le plan tel quel permet de résoudre la crise? Pour pouvoir le savoir, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Il faut le faire un diagnostic macroéconomique. Laurent l'a déjà fait, on a une perte de PIB massive, une explosion du taux de pauvreté, une nouvelle pauvreté aussi, c'est-à-dire que des gens qui étaient très limite tombent dans la pauvreté, ce qui fait qu'une personne sur 2 qui aujourd'hui demande de l'aide alimentaire le fait pour la première fois. Voilà. Et par ailleurs, d'un point de vue des outils économiques, on est entré dans cette crise avec une dette privée extrêmement élevée, hein, elle est de l'ordre de 150% de points de PIB aujourd'hui, d'après la Banque de France, et puis on a un endettement public excessivement élevé. Donc la situation est quand même extrêmement compliquée. Maintenant, quand on regarde tout ça, est-ce que le plan de relance tel qu'il est fait permet de trouver des solutions même à court terme à la crise? Sincèrement, non.
Non, et de toute façon, il y a un seul chiffre déjà, c'est l'effet multiplicateur. Vous savez, quand on fait un plan de relance, il y a une base qui est de dire que quand vous injectez 1 euro dans l'économie, bah, il faut que cet euro fasse des petits. Il faut qu'il crée plus de 1 euro. Alors dans l'idéal, il en fait 1,5, 2, 3, voilà. Là, d'après les services de l'État, on nous dit que le plan de relance l'effet multiplicateur du plan de relance n'en est pas un puisqu'il est de 0,8. Donc on n'a pas d'effet multiplicateur, bien au contraire même. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on injecte 1 euro, bah, finalement on en perd 20 centimes, ce qui est problématique. Donc on voit bien que le problème, c'est qu'on a un plan de relance qui ne relance pas la demande. En fait là, on a un problème il faut, pas perdre le tissu productif. Donc, ça veut dire faire beaucoup de compensations. Deuxièmement, il faut soutenir la demande globale, investissement et consommation. Et il faut la réorienter. Ça, on en parlera dans la deuxième partie. Il faut absolument la réorienter et pas faire ça n'importe comment, parce que les moments de crise sont des moments de bascule où on peut réorienter l'économie. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire. Surtout dans un contexte où, au niveau français, mais aussi européen, on a un sous-investissement massif, et ça a été pointé par les institutions européennes, mais pas que, à plusieurs reprises, dans les services publics, éducation, santé et transition écologique. Et en fait, il aurait fallu, plutôt que baisser les impôts de production, qui ne vont pas aider à relancer la demande globale, et qui d'ailleurs ne vont pas bénéficier à toutes les entreprises, mais surtout aux plus grosses qui, elles, s'en sortent relativement bien, il aurait fallu que ce plan de relance soit axé réellement vers l'investissement dans la transition écologique, dans les services publics et dans le soutien à la consommation. Mais là encore, on en reparlera après, dans la consommation qui ne doit plus du tout être la même. Il aurait fallu que ce soit un plan de réorientation en fait de l'économie plutôt qu'un plan de relance, mais je ne veux pas empiéter dans le prochain débat et j'ai déjà dépassé mon temps de parole, cher Laurent. Merci Aurore. Je donne la parole maintenant à Jérôme Sadier. Alors, il y a plusieurs oubliés, il y a plusieurs angles morts, on va dire, dans ce plan de relance. Aurore l'a vu qu'on a déjà cité un certain nombre, notamment la demande. Mais est-ce que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, n'est pas la grande oubliée? Bonjour, merci Laurent pour la question. Bonjour à tous aussi. Et puis évidemment, je partage la pensée pour Philippe avec lequel, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour préparer ce débat, à vrai dire. Bref, mais tout le monde partage cette émotion. Ma réponse va être dans un premier temps paradoxale en fait, parce que si on veut chercher la place de l'ESS dans le plan de relance, force est de constater dans un premier temps que en fait, elle n'est pas mal lotie en tant que telle. Les efforts macro, on va dire, du plan de relance n'excluent pas l'économie sociale et solidaire. Le secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire est responsable, a annoncé 1,3 milliard, une grande partie du 1,3 milliard qui est en fait une règle de 3. Donc, après tout, quand on parle macro, de toute façon, comment faire autrement? Mais en soi, l'économie sociale n'est pas exclue, et je dirais même, à vrai dire, c'est peut-être que ça va vous paraître paradoxal, mais l'un des combats qu'on a menés, c'était pas nécessairement d'avoir un plan de relance spécifique pour l'ESS compte tenu en fait de la diversité des activités de l'économie sociale et solidaire et du fait par ailleurs qu'il y avait des dispositifs sectoriels qui la concernaient, mais c'était de lui permettre au contraire d'avoir accès aux dispositifs de droit commun, ce qui jusqu'ici était en fait la plupart du temps impossible ou très compliqué. Et à vrai dire, au printemps, on s'est beaucoup battu, CES France et l'ensemble des acteurs battu, le terme est peut-être trop fort, mais cela dit, le niveau d'interlocution et la nature des échanges ressemblait quand même un peu à ça. On a quand même eu beaucoup de difficultés, on va dire ça comme ça, à faire reconnaître par Bercy ou par la BPI, par exemple, que en fait, l'accessibilité au PGE, on pouvait dire qu'elle était garantie, sauf que si les procédures, si les formulaires ne permettaient pas de le faire réellement, ça veut dire qu'il n'était pas accessible. Quand on demande à une association d'écrire la composition de son actionnariat ou de son chiffre d'affaires de l'année -1, en fait, elle rencontre quelques difficultés à remplir ne serait-ce que le formulaire. Donc, le PGE était accessible sur le plan des principes, mais ne l'était pas nécessairement sur le plan pratique. Donc, on s'est beaucoup battu avec la BPI, y compris pour définir aussi ce que c'est que le chiffre d'affaires d'une association. On a réussi à adapter les règles. Je crois que, finalement, l'un des principaux succès, finalement, pour l'ESS dans ce contexte très compliqué,
c'est d'avoir a priori obtenu d'avoir accès aux dispositifs de droit commun. Et je pense que c'est pas tout à fait neutre dans l'affaire. Ça pose d'autres problématiques derrière. C'est est-ce que l'économie sociale et solidaire est en mesure d'aller chercher les dispositifs d'aide? Bon, ça c'est un problème qui concerne avant tout les organisations de l'économie sociale et solidaire. Deuxième point que je voulais évoquer, mais là je rejoindrai ce qui a été dit en introduction par toi Laurent et par toi Aurore, c'est que évidemment que les sommes sont phénoménales. À vrai dire, même, je pense que pour le commun des mortels, elles n'ont pas de signification, en fait, tout simplement. Et puis, en plus, on ajoute des milliards tous les jours ou presque. Donc, il y a un moment où ça ne veut plus dire grand-chose, en fait. Donc, ce qui, par contre, est évident, c'est que, et ça a été dit en introduction par Laurent, c'est que c'est grosso modo, enfin, ce qui est annoncé est grosso modo ce qu'il faut pour reconstituer ce qu'on a perdu. Modulo ce qu'a dit Aurore tout à l'heure. Néanmoins, ce qu'on sait aussi, c'est que même en y consacrant cette somme-là, on ne reconstituera pas exactement ce qu'on avait auparavant. Et ce qui nous manque, en fait, par contre, dans l'économie sociale et solidaire, c'est une forme d'appréciation stratégique de ce à quoi sert le plan de relance. Et que si c'est pour repartir comme avant, si c'est pour faire un retour, je vais faire un jeu de mots, mais à la normale, mais en un seul mot, évidemment que l'ESS ne va pas s'en sortir grandi. Et même à vrai dire, comme certains de ces secteurs d'activité sont affaiblis durement, il est possible qu'elles soient très affaiblies à la sortie de la crise et que les dispositifs de soutien issus du plan de relance ne soient pas suffisants pour permettre à l'ESS de s'en sortir. C'est mon troisième point. L'ESS est dans une situation paradoxale. Il y a une dizaine d'années, après la crise financière, on avait coutume de dire que l'ESS était résiliente, que son modèle la préservait de ce type de crise, qu'elle avait continué à créer des emplois, etc. Là, je pense, enfin, pour la première fois depuis assez longtemps, l'ESS est en crise. Et le modèle de l'ESS est en crise en même temps que le reste. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une crise financière. La finance se porte pas mal, à vrai dire, en ce moment. C'est une crise de l'activité réelle. Et évidemment, quand on a coutume de dire, de revendiquer que l'économie sociale est ancrée dans l'économie réelle pour répondre à des besoins au plus près de ceux exprimés par nos concitoyens dans des formes collectives, dans des formes territorialisées, etc. Et ben, quand l'activité disparaît, les efforts de l'économie sociale sont tout aussi fragilisés, et même plus à certains égards, compte tenu des fragilités ou des caractéristiques structurelles de ce qu'elles sont, qui deviennent des fragilités lorsque, pour survivre à une crise comme celle-ci, cela nécessite, au-delà des aides de l'État, d'avoir un peu de trésorerie, d'avoir des fonds propres, de pouvoir continuer à se payer des salariés, des locaux, etc., au-delà des questions de chômage partiel. Et là, on risque, on n'y est pas encore, mais on risque, là, dans le courant de l'année 2021, de constater que des structures associatives notamment, pas que, mais essentiellement quand même associatives, n'ont pas, au-delà des dispositifs de soutien, la capacité à faire face sur une longue durée à une crise comme celle-là. Le PGE n'est pas une réponse en soi parce que de toute façon c'est un endettement, et sauf à considérer que, comme certains l'ont fait, qu'il fallait convertir ces PGE en dette à l'égard de l'État plutôt que des banques. Je vois pas comment certaines associations pourraient s'en sortir. Et ce qu'on risque de constater, c'est que des activités ou des organisations qui avaient pignon sur rue vont se retrouver en très très grande difficulté. Et c'est à ça qu'on va être confronté, et c'est à ça que le plan de relance en tant que tel ne répond pas aujourd'hui. Je serais malhonnête de dire qu'il n'y a aucune réflexion sur la question, parce que la réflexion sur les outils de fonds propres et sur la situation spécifique des PGE dans des secteurs faiblement capitalisés existe. Mais pour le coup, à ce stade, le plan de relance nous paraît incomplet. Et puis au-delà de ça, il y a peut-être des occasions manquées. Nous avions plaidé au printemps dernier, et j'en finirai par là, dans le cadre du Conseil supérieur de l'ESS, pour que le plan de relance confie à l'économie sociale et solidaire le soin d'incarner une partie des transformations ou des transitions nécessaires. S'il s'agissait de ne pas se relancer pour refaire la même chose qu'auparavant, y compris des erreurs structurelles dans notre fonctionnement économique et social, l'ESS avait sa part. Je ne dis pas qu'elle était la seule à...
Ah, visiblement un problème de connexion. Jérôme a été déconnecté. Bon, en attendant qu'on règle ce problème-là, je vais donner la parole à notre dernier intervenant, Timothée Duverger, pour essayer d'analyser quel peut être l'impact un peu territorial de ce plan de relance. On sait évidemment que, on sait évidemment une critique récurrente faite à l'exécutif aujourd'hui, c'est d'avoir une vision un peu jupitérienne, on va dire, très verticale. Et il y a eu des tensions hein, dans la gestion de la crise sanitaire entre le pouvoir centralisé de l'État et notamment les mairies ou sur les territoires qui ne se sentaient pas écoutés. Est-ce qu'on peut en dire la même chose du plan de relance? Est-ce que ce plan de relance oublie les territoires ou comment est-ce qu'il pourrait se décliner au niveau local? Merci et bonjour à tous et à toutes. Donc juste par rapport à ça, effectivement, on peut constater que globalement les collectivités locales qui sont aussi particulièrement impactées par la crise, hein, du point de vue de leurs recettes en particulier, enfin d'un côté de leurs recettes et de l'autre de leurs dépenses, parce qu'effectivement elles doivent venir en soutien évidemment de l'activité économique, mais aussi du monde associatif, et du point de vue de leurs recettes, parce qu'il y a moins de rentrées fiscales. Et effectivement, parfois, on peut avoir le sentiment que les collectivités sont un peu oubliées hein, dans ce plan de relance, et ce, alors même qu'effectivement, elles irriguent les territoires, et effectivement, il faut penser l'articulation entre les différentes échelles, et ça a été d'évidence insuffisamment fait. Pour autant, effectivement, il y a des plans de relance locaux hein, qui sont mis en place, et ce à toutes les échelles, que ce soit évidemment au niveau régional, mais c'est décliné très souvent également sur les métropoles en particulier, voire également dans les départements. Et je crois qu'il y a en fait quatre enjeux principaux dans ces différents plans de relance, hein, tels qu'on peut les constater du point de vue notamment de l'économie sociale et solidaire. Le premier, c'est effectivement, comme le disait Jérôme au niveau national, c'est effectivement faire en sorte que les acteurs de l'ESS soient eh bien intégrés et un accès de plein droit aux mesures d'exception. Voilà, ça c'est effectivement la base, parce que le plus souvent on les oublie, hein, notamment, par exemple, ça peut concerner les associations, et donc il faut évidemment s'assurer qu'elles rentrent bien dans le droit commun quelque part, même si ce sont des mesures d'exception. Ensuite, et en lien avec cela, évidemment, c'est le soutien à la perte d'exploitation, et puis le développement aussi de tous les moyens financiers qui sont propres à l'ESS. Je pense à la finance solidaire ou encore à la finance participative, hein, tout ce qui est effectivement toutes ces levées de fonds finalement, notamment de la finance participative, mais aussi la finance solidaire à travers l'épargne salariale, eh bien peuvent effectivement alimenter l'économie sociale et solidaire. Le deuxième axe au fond qu'il faut développer, c'est évidemment, et c'est ce que rappelait d'ailleurs dans son propos introductif Uxibil, c'est l'emploi. Hein. Il parlait notamment de la transformation de l'emploi, et donc à la fois du point de vue de la protection collective, mais aussi du point de vue de la qualité de l'emploi. Il me semble que l'économie sociale et solidaire a des outils, donc il ne faut pas oublier évidemment il y a toute l'IAE, hein, en particulier l'insertion par l'activité économique, les Eh bien, décidément, nous n'avons pas de chance, mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. On va continuer le débat. Hein. Timothée, je vous redonnerai la parole dès que ça reviendra. Alors, il y a un certain nombre de questions hein, déjà qui ont été posées et notamment, visiblement, Aurore Laluc, ce chiffre d'un effet Ah, oui, Timothée? Oui, je suis revenu, mais je crois que ça a dû s'interrompre de manière très momentanée. D'accord. Je vous laisse boucler du coup votre intervention rapidement. Donc j'en étais rapidement sur les questions d'emploi. Il me semble que l'économie sociale et solidaire a des choses à faire valoir, que ce soit pour les salariés à travers le développement des groupements d'employeurs, pour les indépendants avec les coopératives d'activité et d'emploi, et puis plus généralement, je disais, tout le secteur de l'insertion par l'activité économique, avec le développement aussi actuellement et l'appel à projet à venir des territoires zéro chômeur de longue durée. Troisième axe, il me semble, c'est l'écologie locale, c'est-à-dire faire en sorte, effectivement, c'est ce qui a été souvent dit, c'est-à-dire faire en sorte de conditionner le plan de relance, mettre en place des critères d'impact. Il me semble qu'il favoriserait évidemment les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Bon, bah décidément, hein, quand ça veut pas. Aurore Lalucq, on va essayer de commencer à répondre un petit peu aux questions. Il y a notamment cette histoire de l'effet multiplicateur de 0,8 qui intrigue hein, les internautes qui suivent le débat. Et Sandra demande d'où vient ce chiffrage hein, d'un effet multiplicateur de 0,8 du plan de relance. Est-ce que rapidement vous pouvez préciser ça? Alors, déjà bravo pour l'animation, Laurent. Restez zen et calme dans ces moments-là. Alors, sur ce chiffre, ça vient des services de l'État. Alors, je vais retrouver. Je sais que ça vient des services de l'État pour le coup. On était beaucoup à être émus par ce chiffre en se disant mais comment on peut faire un plan de relance à base de 0,8? Donc, on essaye j'essaye de retrouver la source et je vous l'envoie. Effectivement, il y avait une autre question. Il y a aussi un plan de relance qui a été décliné au niveau européen, qui est aujourd'hui bloqué. Ouais. Quelle est l'analyse de ce qui se passe et est-ce qu'on va pouvoir dépasser ces blocages? Pardon, je réouvre alors, il y a deux choses, en fait. C'est un peu sec et technique, c'est l'Union européenne. Alors, il y a un plan de relance de 750 milliards, effectivement, moitié subvention, moitié prêt. Et à côté de ça, est négocié et collé à côté le budget. Et en fait, c'est dans ce budget qui est pas très très intéressant sincèrement dans le sens où vous savez le budget européen est très très faible hein. On est l'une des plus grandes puissances économiques mondiales et on n'a quasiment pas de budget, ce qui pose d'ailleurs un problème parce que quand il y a en cas de crise les Européens nous regardent en disant bah, que fait la Commission, que fait le Parlement, pourquoi ils ne débloquent pas d'argent, bah, parce qu'on n'en a pas en fait et on n'en a pas du fait aussi des égoïsmes des États qui ont un peu peur de perdre en souveraineté en créant un peu de budget européen. Et la réalité, c'est que ça, voilà, les Européens, ils perdent. Et les États perdent en souveraineté, en fait, in fine, à mon avis. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce budget, c'est pas les nouveaux impôts, c'est pas les nouvelles ressources, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Par contre, c'est effectivement les mécanismes de respect de l'état de droit. C'est intéressant, pas que pour la Pologne et la Hongrie. Voilà, je trouve que c'est intéressant pour l'ensemble des pays européens et notamment compte tenu de l'évolution de notre pays, je pense que c'est aussi intéressant pour nous. Ce sont des garde-fous. Là, pour l'instant, la situation est très tendue, c'est-à-dire pardon, j'ai peut-être pas dit, en gros, c'est on vous donne de l'argent si et seulement si vous respectez l'état de droit. Et effectivement, il y a des sujets à ce niveau-là en Hongrie et en Pologne avec des attaques et des atteintes très graves à l'indépendance des médias et de la justice. Donc, on savait que ça allait être très tendu. C'est effectivement très tendu. Comment on va s'en sortir? Sincèrement, je ne sais pas aujourd'hui. Est-ce que on va aller vers un changement un petit peu de mots pour que tout le monde s'en sorte la tête haute et qu'on accepte le plan de relance? Parce que la réalité, c'est que la Hongrie et la Pologne ont vraiment besoin de cet argent. Ou est-ce qu'on arrive vraiment dans un bras de fer et est-ce que dans ce cas-là, ils seront exclus de ce plan de relance et de ce budget qui va avec? Je ne sais pas encore. On sait juste que les diplomaties font vraiment leur travail et que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et à suivre ce qui est en train de se passer parce qu'on dit souvent que l'Europe n'a pas de pouvoir sur le développement de certaines autocraties. Là, elle essaye de se doter de pouvoir et c'est un budget politique bien plus qu'économique. Donc, à suivre. Alors, pour en revenir au plan de relance français, on l'a dit, hein, il y a l'essentiel des crédits qui vont être débloqués vise à préparer la France pour 2030. Hein. C'est ça hein, l'objectif 2030 qu'a fixé le gouvernement. Alors, la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est est-ce qu'on reste dans le même sentier de dépendance qu'on connaissait jusqu'ici? Ou est-ce que ça va permettre de tracer une nouvelle voie hein? Est-ce qu'on va enfin esquisser le monde d'après dont on entend parler depuis le printemps? Jérôme Sadier, est-ce que le gouvernement profite de cette crise pour changer notre économie? Bon, je pense que ça saute aux yeux que c'est pas tout à fait le cas. Je dis pas que c'est simple pour autant. Franchement, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui souhaiterait être à la place du gouvernement en ce moment pour répondre à la crise. Soyons honnêtes quand même. Même si certains pensent à plutôt 2022, mais il n'y a pas grand monde qui voudrait scoltiner 2020-2021 en fait. Donc soyons honnêtes par rapport à ça. Non, moi ce que je pense saute aux yeux, c'est que Aurore l'a dit au niveau européen, la question de l'inconditionnalité de l'aide est un révélateur, que ce soit pour garantir
une reconstruction à peu près équitable et équilibrée du pays, ou que ce soit pour transformer à l'occasion de cette crise un tant soit peu notre modèle économique et social, il y a besoin d'outils pour le faire, et parmi ces outils, il y a forcément la conditionnalité des aides. Voilà. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc, exclure toute conditionnalité, même si il y a des soubresauts à l'Assemblée nationale de temps en temps dans le cadre du millième projet de loi de finances rectificatif, exclure le principe est de toute façon un inconvénient. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées sur l'insertion par l'activité économique. C'est sûr qu'on peut faire tous les plans qu'on veut pour soutenir les structures en tant que telles, mais s'il n'y a pas d'activité parce que les entreprises n'ont pas décidé de recommencer à travailler avec des structures de l'IE, de toute façon, les structures vont disparaître faute d'activité. L'ESS est dans l'économie, elle fait partie de l'économie marchande pour une grande partie d'entre elles, et donc si elle n'a pas de donneur d'ordre, de clients, etc., de toute façon, elle disparaît, quelles que soient ses vertus. Donc voilà, l'absence de conditionnalité. Puis le deuxième point, qui me semble quand même assez significatif d'une absence de remise en cause, c'est la gouvernance actionnariale continue à aujourd'hui irriguer le monde de l'entreprise dans sa grande majorité. Je ne peux pas faire de procès, mais autant, et ça peut paraître paradoxal, étant par ailleurs banquier, autant il est interdit aux banques de distribuer des dividendes dans le moment, pour une raison qui, enfin, objectivement, c'est la BCE qui l'interdit, hein, c'est même pas le gouvernement français, autant il n'est pas interdit de distribuer des dividendes dans des entreprises qui bénéficient largement du plan de relance. Il y a des choses quand même qui m'interrogent sur la cohérence, mais bon. Donc en tout cas, on voit bien qu'il n'y a pas de remise en cause des fondamentaux en la matière. Après, est-ce qu'il y avait matière à… C'était pas si simple que ça, parce que qu'est-ce qui nous manque? J'ai entendu, Laurent, dans la question que c'est censé préparer, alors je peux commencer à exprimer exactement, mais la France de 2030. Alors il se trouve qu'on a un haut commissariat au plan, donc enfin on a un haut commissaire, je sais pas si on a un haut commissariat, mais puisqu'on en a un, je suppose qu'il va nous éclairer sur ce que c'est que la France de 2030 grâce à ce plan de relance, mais au-delà de la plaisanterie, ce qui nous manque fondamentalement, c'est une vision stratégique, voire même planificatrice, j'ose dire le mot, même s'il n'est pas tout à fait à la mode, un peu dépassé en termes de références historiques et économiques, mais je pense qu'on a aujourd'hui besoin d'une planification stratégique pour l'économie française, pour la relancer d'une part, pour la transformer également. Et je pense, ça peut paraître là pour le coup très étrange aux vieux militants de l'ESS, mais qu'il faut, d'un certain côté, réconcilier l'ESS avec une vision planificatrice, parce que elle a besoin de se saisir d'opportunités stratégiques, que ce soit les questions de relocalisation d'activités, de prendre sa part à la transition écologique, à la question des mobilités, etc. Si on veut que l'économie sociale et solidaire prenne une place prédominante dans ces sujets-là, comme elle en a déjà une dans d'autres, dans l'assurance, dans la banque notamment, etc., il va bien falloir qu'elle y soit encouragée, comme d'autres secteurs d'activité et d'autres types d'entreprises ont été encouragés dans l'industrie aéronautique, qui a bénéficié de dizaines de milliards d'euros ces dernières années pour obtenir sa place. Donc, cette ambition stratégique et derrière la volonté planificatrice qui marierait des acteurs, des intervenants publics et privés, de types de financeurs publics et privés français, européens, etc., ça n'existe pas aujourd'hui. Et c'est ce qu'on avait demandé au printemps dernier dans le cadre du Conseil supérieur de l'ESS. Il y a des enjeux qu'il va bien falloir traiter et on ne peut pas dire reconstruisons d'abord puis après on voit comment on fait, parce que je pense que d'abord c'est pas raisonnable et en plus c'est pas logique. Donc c'est ce palier-là qui n'a pas été franchi et qui nécessite de penser un peu différemment, ça c'est sûr. Et puis d'autre part, il va aussi falloir faire face, j'en finis par là, aux conséquences majeures de cette crise en termes de destruction d'emplois, en termes de fragilisation des solidarités, etc. L'ESS là-dedans, elle a un rôle à jouer parce qu'elle est plus génératrice d'emplois, plus génératrice de solidarité. Il faut qu'elle se consacre plus à la cohésion territoriale par ailleurs, parce qu'elle y est très implantée contrairement à d'autres types d'acteurs économiques. Et ça nécessite, parce que chacun doit prendre sa part quand même de responsabilité. Du côté de l'économie sociale et solidaire, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au rendez-vous non plus en termes de réflexion prospective, en termes d'alliance et de coopération à construire, parce qu'il faut casser aussi les moules de notre côté. Et moi, j'ai coutume de dire deux choses de manière un peu prétentieuse, j'en suis désolé, mais que, un, il faut qu'on se donne les moyens d'être ou d'inspirer la norme de l'économie de demain, mais encore faut-il savoir la définir pour nous-mêmes. Et deuxièmement, il faut qu'on réapprenne
à faire des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que l'ESS, elle est très forte dans certains secteurs, mais aussi très forte pour se compartimenter dans certains secteurs et ne pas dépasser les limites, ne pas collaborer, même pas d'ailleurs à d'autres structures de l'ESS. Si on veut être à la hauteur des enjeux de l'après-crise et des nécessités de transition, il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble et avoir des projets qui dépassent un peu ce qu'on sait faire jusqu'ici. Voilà. Et c'est un peu l'objet, puisqu'il m'a fait le plaisir et l'honneur de citer l'initiative, c'est un peu l'objet de la République de l'ESS que nous venons de lancer dans le cadre du mois de l'ESS, qui d'ici l'année prochaine, dans à peu près un an, aboutira à une déclaration politique de l'ESS qui essaiera de se montrer à la hauteur de ces enjeux, au-delà de ces définitions statutaires, juridiques, principielles, etc. Là, on va essayer d'être un peu plus politique et concret. Voilà. Alors, est-ce que cette volonté planificatrice, hein, comme vous dites, elle n'est pas contradictoire avec l'ADN même de l'ESS, qui est plutôt un peu autogestionnaire, du moins dans le mouvement coopératif, où du moins on s'auto-organise et on essaie de regarder les besoins d'un point de vue local. Et est-ce qu'on peut combiner ces deux logiques-là? Je ne suis pas tout à fait sûr que l'ESS soit encore très autogestionnaire, mais par contre, ce qui quand même la caractérise, c'est quand même la liberté d'entreprendre, la liberté de s'associer pour faire des choses. Et je pense que c'est d'ailleurs important que l'ESS le réaffirme, parce qu'elle est trop souvent vue comme une économie subventionnée, dans des secteurs d'activité régulés, que ce soit dans le monde de la finance ou dans le monde de la solidarité, elle est trop dépendante à l'égard des décideurs publics de toute façon, et c'est comme ça qu'on tue les projets collectifs. Non, je pense que ce qu'elle doit mettre en avant aujourd'hui, c'est l'ambition de coller aux enjeux. Et les enjeux, ils ne sont pas spécifiques à l'ESS, ce sont des enjeux de société. Voilà. Et donc, le fait de s'astreindre à avoir cette vision prospective partagée avec l'ensemble de la société et pas seulement se limiter à un collectif citoyen qui dit « moi, je veux répondre à tel enjeu local », je pense que c'est assez stratégique. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut que les deux collent, à mon avis. Voilà. Et puis, deuxièmement, il faut réhabiliter l'entrepreneuriat collectif dans ce pays. On en aura besoin parce que pour des logiques de réponse aux besoins, pour des logiques de moyens, pour des logiques j'insiste sur la cohésion territoriale par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit ceux des quartiers populaires ou que ce soit ceux du monde rural. Si on n'est pas capable de réhabiliter des formes collectives de réponse aux besoins, on va passer à côté de quelque chose de manière assez flagrante, en fait. Je pense que c'est aussi un enjeu de l'ESS que d'aller un peu au-delà de sa seule revendication je m'auto-organise pour répondre aux besoins que j'ai moi-même identifiés et je suscite que les moyens que je peux apporter moi-même. Je pense que c'est le moteur et il faut que ça la reste, mais il faut que ce soit branché sur un effet amplificateur qui aujourd'hui est encore à trouver. Juste une dernière petite question, Jérôme Sadis, que je sais que vous allez devoir nous quitter rapidement. Une question du public. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que vous entendez par gouvernance actionnariale et les inégalités que ça cause? Écoutez, moi j'entends parler d'économie responsable. Et en principe, ce terme s'adresse plutôt à l'économie que j'appelle moi conventionnelle, parce que le terme est à double sens, y compris au sens péjoratif. Dans l'économie responsable, l'économie de nature capitalistique, ou capitaliste étant plutôt un terme technique et capitaliste un terme plutôt politique, tant que les dirigeants d'entreprise ne rendront compte qu'à des actionnaires, je considérais que la gouvernance est actionnariale et n'est pas autre chose en fait. Donc, et c'est bien le problème qu'on a, que la loi Pacte a essayé d'aborder d'ailleurs. Honnêtement, on peut pas dire que le débat n'a pas été posé. Je pense qu'on est, je suis même pas sûr qu'on soit tout à fait au milieu du gué. Je suis sûr qu'on ait trouvé le gué en fait. Mais le fait est que le débat existe dans la communauté des chercheurs depuis assez longtemps, à vrai dire, sur la question de à qui appartient l'entreprise, déjà pour commencer. On sait qu'il y a une dérive depuis les années 70 sur le fait de considérer que la propriété de l'entreprise est dictée par la propriété actionnariale, ce qui est, enfin, des apporteurs de capitaux, ce qui est, à mon avis, une erreur fondamentale et qui, en plus, sans être franco-française, qui n'est pas une vérité scientifique, en fait, ni même une vérité pratique en termes de droit de l'entreprise. Donc, on a toujours ce sujet-là devant nous pour l'économie capitalistique et la façon dont les entreprises doivent être gouvernées. On le voit bien quand on a un plan de relance qui déverse des milliards sur l'économie et qui se traduit d'ailleurs dans n'importe quelle entreprise par tel ou tel aspect sous forme
de chômage partiel ou sous forme de subvention directe ou je ne sais quoi d'autre. La question de savoir quelle est la légitimité de l'entreprise à utiliser cette aide publique, il faut bien qu'elle se débatte quelque part. Si ça ne se débat qu'avec les apporteurs de capitaux qui sont les seuls à participer réellement à la gouvernance de l'entreprise, je pense qu'il y a un sujet, et avant tout un sujet citoyen. Tout ceci est de l'argent public. C'est théoriquement même de la dette, même si je suis pas sûr qu'à la fin ça sera vraiment de la dette, mais c'est théoriquement de la dette aujourd'hui, en fait. Ce qui veut dire accessoirement que n'importe qui aujourd'hui, qu'on soit dirigeant d'entreprise, salarié, militant, bénévole, simple citoyen intéressé par le débat, etc., c'est-à-dire que potentiellement, tout ce qui se passe en ce moment conditionne 20 à 25 années de nos vies publiques et économiques derrière. Je pense que même au sein de l'entreprise, la question de savoir à quoi doit être consacré l'argent public dans la relance économique de sa propre activité est un sujet qui dépasse largement la question de la gouvernance classique et étriquée aux seuls actionnaires de l'entreprise. Je sais pas si c'est clair. Merci. Aurore Laluc, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait plutôt réfléchir à un plan de réorientation plutôt qu'un plan de relance. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais tout à fait rejoindre ce qu'a dit Jérôme. Sincèrement, personne n'aimerait être en train de gérer cette crise en ce moment. C'est quand même pas simple. Voilà. On a tous des idées, mais c'est dur. Très sincèrement, c'est une crise très très dure. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, je rejoins parfaitement tout ce qu'il a dit sur la question des moyens qui vont être essentiels. Réorienter l'économie, pourquoi? En fait, les moments de crise, c'est des moments de bascule potentielle, parce que la puissance publique est en rapport de force favorable. Voilà, tout simplement. Parce que les acteurs privés sont dans des situations compliquées. Et donc, il faut, comme disait Churchill, ne jamais louper finalement une bonne crise. Il faut toujours en profiter. Et donc là, il y a un moment où on peut profiter pour réorienter notre économie. Et on sait qu'on a un système économique qui est relativement à bout de souffle, parce qu'il ne respecte pas les limites de la biosphère et qu'on a globalement 10 ans pour tout changer. Et parce qu'on a quand même une augmentation, même avant la crise du Covid, l'INSEE avait parlé de 15%. On a une augmentation de la pauvreté dans notre pays et des inégalités. Et globalement, c'est à peu près partout. Notre modèle de développement dans les pays occidentaux sont quand même assez inégalitaires, assez flat au niveau de la croissance, ce qui n'est pas vrai pour le monde asiatique par exemple, etc. etc. Donc on était sur un modèle à bout de souffle, donc il faut réorienter. Et dans ce cadre-là, il faut quand même regarder ce qui a été fait auparavant et de s'en inspirer. Et là, il y a deux exemples contradictoires. Il y a quoi? Il y a Roosevelt dans les années 30, qui est élu après une crise bancaire, financière dramatique qui va avoir des conséquences sociales et économiques dramatiques, qui n'a pas d'État. Et il n'a pas d'État-providence, il n'a même pas d'État fédéral réellement, sincèrement. Et donc là, il fait quoi? Il fait une politique que personne n'a jamais osé faire, et au lieu de se dire je vais faire en fonction de ce que j'ai, il jette vraiment les bases d'un État et il va changer vraiment les États-Unis. Ça passe par l'arrivée d'un indicateur, le PIB, ça passe par la garantie de l'emploi pour faire en sorte que les jeunes hommes ne tombent pas dans la délinquance, et c'est eux qui vont construire les parcs naturels américains, la Tennessee Valley avec ses barrages, etc. Ça passe par la régulation de la finance, ça passe par une hausse massive des impôts. On est à 90% sur les tranches les plus élevées. Enfin, aujourd'hui, il faut imaginer qu'en France, on n'arriverait même pas à un truc pareil pour dire les choses clairement. Bref, on voit qu'il est ambitieux et que c'est comme ça finalement qu'il va réussir à sauver d'ailleurs, c'est pas l'économie, c'est son pays et surtout les Américains. Voilà. Et l'autre face de la médaille, c'est Barack Obama. Barack Obama, pendant la crise financière de 2008, qui peut vraiment réguler la finance parce que les banques sont aux abois, et qui fait une réunion avec les banquiers et qui leur dit bon, alors là on vous sauve, mais vous arrêtez les gars, quoi, on change des pratiques. Et un an après, Barack Obama tient la même réunion. Il n'est pas content. Il n'est pas content, pourquoi? Parce que il a lâché le cash sans contrepartie. Il y a eu des efforts de régulation aux États-Unis, mais qui ne sont quand même pas conséquents. Et résultat, il a l'impression de s'être fait avoir. Et oui, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est ça, en fait. C'est de se dire, on est dans un moment où on doit de toute façon tout changer. Donc allons-y.
gardons le PIB, mais prenons de nouveaux indicateurs pour savoir si on va dans le bon sens d'un point de vue de la perte de biodiversité, du dérèglement climatique, etc. Utilisons les moyens dont a parlé Jérôme. Planification. Et la planification, à mon avis, c'est pas d'ailleurs antinomique finalement avec l'ESS, parce que c'était surtout 44 en France, la reconstruction, c'était surtout un outil de dialogue social en fait. Et c'est ça dont on a besoin dans ce pays. On crève de l'absence de dialogue social. D'ailleurs, un plan de réorientation de l'économie ne peut pas se faire sans dialogue social, sans que les territoires soient à bord, sans que les partenaires sociaux soient à bord, sans que l'ESS soit à bord. Tout ça, ça doit se faire ensemble, exactement comme en 1944, quand Monnet dit le pays est épuisé, fatigué, et pourtant il va falloir faire encore des efforts, donc on a besoin de mettre toutes les forces de la nation autour de la table. Ben, c'est ça dont on a besoin, plutôt que d'avoir des semaines sociales avec les caméras braquées sur les partenaires sociaux. Il faut ressortir avec un discours qui crée du stress, qui crée de la défiance, etc. Donc en termes de méthodologie, il nous faut de la planification. Il nous faut également repenser la question de la gouvernance des entreprises, et ça passe par l'ouverture des conseils d'administration beaucoup plus forte aux salariés, pourquoi pas aussi aux ONG. Ça passe également par un plan massif d'investissement. Et ça c'est l'idée d'une Green New Deal, et dans la rénovation thermique des bâtiments, il y a une possibilité de créer énormément d'emplois en plus, dans l'agriculture biologique, dans les renouvelables, tout ça c'est créateur d'emplois et ça nous remet dans la bonne direction. Et puis surtout, l'argent public est une chose extrêmement précieuse, notamment parce que c'est l'argent des citoyens, et donc il faut qu'elle soit correctement utilisée. Et là on ne peut plus faire de la politique de l'offre, où on jette un peu des milliards comme ça et on attend que ça descende en termes d'emploi. C'est pas possible. Surtout à un moment où on est en train de voir des gens qui ont des problèmes pour manger, quoi, notamment des étudiants. Dans l'un des pays les plus riches du monde, c'est pas tolérable. Donc, garantie de l'emploi, comme ça a été fait sous Roosevelt, c'est l'idée finalement des territoires zéro chômeur, mais allons-y clairement. Allons-y clairement dans l'embauche des fonctionnaires dont on a besoin, dans l'éducation, dans la santé. Il faut savoir que ce sont des postes qui ne coûtent pas cher, et qui ont un effet sur nos sociétés, mais même pas que sur la croissance du PIB, sur la création de richesses en règle générale, extrêmement important, pas tout de suite maintenant, mais aussi pour les décennies à venir. Donc voilà quelles pourraient être des premières pistes de solutions, mais en fait il ne faut pas avoir peur de sortir de son modèle idéologique, et je crois que le gouvernement n'arrive pas à le faire. Voilà. Et par exemple, moi je m'inclus dans le fait qu'il faut sortir de son modèle idéologique. Quand on était plusieurs économistes à proposer la monnaie hélicoptère sur un court terme pour pouvoir essayer de trouver des solutions sociales pour tout le monde, la monnaie hélicoptère c'est une solution de libéraux à la base, c'est pas du tout mon logiciel intellectuel, mais je crois qu'à un moment quand on est en poste de décision et qu'on voit une telle situation, il faut faire fi de ses peurs, redevenir pragmatique et voir quels sont les objectifs et adapter les outils économiques en fonction de ça. Et là, très sincèrement, on n'a pas ça et c'est vraiment inquiétant pour la suite. Voilà. Alors, vous appelez de... Alors, juste couper votre micro, parce que ça... Écho. Vous appelez de vos voeux un Green New Deal à l'échelle européenne. Juste pour synthétiser, s'il fallait retenir une mesure, si vous arriviez au pouvoir, que vous aviez une mesure emblématique à faire passer, ça serait laquelle, au-delà des différentes pistes que vous avez excitées? Ce serait deux que j'ai déjà données. Garantie de l'emploi, embauche de fonctionnaires. Ça, c'est le premier truc. Il nous faut une hausse des minima sociaux. Ça, c'est d'un point de vue social. Il y a aussi la question de la garantie jeune à avoir, parce qu'on a quand même une hausse de la pauvreté excessivement importante sur les 18-25. Plan d'investissement massif dans la rénovation thermique des bâtiments. C'est, à mon avis, un élément clé pour l'emploi et pour la transition écologique, parce qu'il faut au niveau européen, c'est 97% du bâti qu'il faut refaire. Voilà, pour vous dire l'ampleur de la tâche. Il y a 50 à 100 millions de précaires énergétiques en Europe. Encore une fois, on est l'un des continents les plus riches du monde, c'est pas tolérable. C'est un gisement d'emploi et c'est vraiment un enjeu de sobriété, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas fait la transition énergétique en France et qu'on se retrouve dans une situation très complexe où à la fois il faudrait fermer des centrales, mais en même temps pour l'instant il n'y a pas le reste qui va avec. Et on risque d'avoir une transition brune. Voilà.
d'énergie brune, en fait, contrairement à ce qu'on croit dans notre pays, parce que les choses n'ont pas été mises en place et parce qu'en fait, notre consommation d'énergie continue à augmenter. Donc, ça veut dire qu'il faut vite aller sur la sobriété et ça fait partie des mesures phares, à mon avis, et qui redonnerait du pouvoir d'achat par ailleurs aux Français. Timothée Duverger, même question. Est-ce que vous avez un exemple, une mesure concrète à mettre en œuvre pour préparer le monde d'après? Oui, bien sûr. Alors, j'espère ne pas être trop déconnecté, parce que j'ai quelques soucis de connexion, vous l'aurez noté. Je vais en citer juste deux. Une très inattendue, je dirais, sur le plan local, notamment pour faire le lien avec le territoire, parce qu'en fait, il faut trouver des mesures qui arrivent à tenir finalement les deux bouts, c'est-à-dire à la fois la réponse à l'urgence et à la fois la préparation du monde d'après. C'est ça, effectivement, la difficulté. Et des mesures comme ça, il n'y en a pas tellement. Et donc, pour tenir notamment l'aspect local, moi, je me réfère à une tribune qui était parue il y a quelques mois sur Alter Echo de Youssef Achour de UP qui disait on pourrait développer au fond des monnaies intelligentes, des monnaies locales. Et il me semble que là, il y a un lien à faire sur l'économie de proximité, parce qu'on a vu le désastre qui était notamment la fermeture des commerces dits non essentiels. Et moi, je crois effectivement beaucoup dans cette idée qu'on pourrait peut-être en croisant avec des titres sociaux, effectivement, développer des monnaies locales pour arriver à relocaliser effectivement les dépenses. Moi, il me semble ça, c'est un outil tout bête, mais il me semble qu'il coûterait pas grand-chose et qui pourrait avoir des effets extrêmement positifs sur la résilience de l'économie locale. Et le deuxième, alors ça coûtera un peu plus cher, c'est une mesure de protection sociale. Effectivement, j'ai noté avec satisfaction que l'Assemblée nationale avait voté hier une résolution pour finalement débattre du revenu universel. C'est plutôt positif, surtout quand on considère qu'il y a 2 ans, elle avait voté contre le principe d'une expérimentation. Donc, je crois que là, on pourrait se saisir de cela. On a vu pendant la crise, finalement, que dans les mesures d'urgence, on pouvait tout à fait à la fois, je dirais, Malheureusement, ça n'a pas tenu. C'est-à-dire, au fond, finalement, faire comme pour les entreprises. Faire comme pour. Ouais, oui, ça a été un peu coupé. Donc, vous étiez parti sur l'idée d'expérimenter le revenu de base. Donc je dis... Bon, alors là, il est définitivement parti, mais je pense qu'on a bien compris que Timothée voulait axer 2 propositions. La première, développer les monnaies locales, et la deuxième, expérimenter un revenu de base. C'est bien ça, Timothée? Oui, je conclurai juste en disant qu'au fond, il faut faire comme pour les entreprises, c'est-à-dire rendre inconditionnelles les aides sociales. Voilà. Alors que finalement, plutôt que l'inconditionnalité des aides économiques, il faut mettre en place l'inconditionnalité des aides sociales. Voilà. Très bien. Alors, je regarde s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Aurore Laluc, embaucher des fonctionnaires, dans quel secteur? Il nous reste 3 minutes. Santé, éducation. Merci pour la concision. Autre question, faut-il accélérer également la réorientation des prêts bancaires, financement pour transformer les modèles d'entreprise en s'appuyant sur les indicateurs RSE? RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises, en lien avec la comptabilité socio-environnementale. Qui c'est qui veut répondre? Je veux bien dire un mot avant vraiment de vous quitter, de toute façon. En fait, on a un gros débat sur l'investissement socialement responsable, et pas sur la RSE en tant que telle, en lien avec l'activité bancaire, mais sur l'ISR. Et il y a d'ailleurs, on doit le savoir, une renégociation qui arrive en 2021 de la directive européenne sur le reporting extra-financier. Pour le coup, on doit savoir gré à la secrétaire d'État à l'ESS française d'avoir a priori convaincu Bruno Le Maire de faire en sorte que la France joue un rôle moteur sur le sujet. Et il est clair qu'on manque d'un cadre ambitieux qui soit suffisamment contraignant et pas seulement déclaratif pour vraiment faire en sorte que l'investissement socialement responsable soit le guide, on va dire, de l'activité bancaire. On verra où ça atterrira, etc. On ne va pas partir défaitiste, mais il me semble que c'est un sujet absolument, effectivement, capital. On voit bien, et Oxfam l'a encore démontré il y a peu, que la transition des banques sur ces sujets-là est encore balbutiante, même s'il est vrai que ça ne peut pas se faire en une seule année de toute façon.
Je répondrai à la question qui m'a pas été posée sur la mesure d'urgence. Pour moi, c'est la question de l'emploi, en fait. C'est pas une question relative à l'ESS. Très franchement, alors c'est pas débile de dire ça parce que dire que la priorité c'est l'emploi, je pense qu'il y a quelques-uns qui l'ont dit sans pouvoir arriver à faire grand-chose, mais la nécessité de remettre tout le monde dans une situation d'emploi me semble aujourd'hui le facteur clé de tout le reste. Voilà. C'est ça qui nous orientera sur des filières fortement génératrices en matière d'emploi ou génératrices de liens sociaux. Plus généralement, c'est ce qui nous permettra aussi de nous dire que finalement, peut-être réinvestir en termes industriels sur tel ou tel sujet. C'est là qu'il faudra mettre de l'ambition sur la transition écologique, énergétique, etc. Et puis fondamentalement, j'en finirai par là, je pense que tant qu'on n'aura pas résolu la question du chômage massif, nous aurons des problèmes démocratiques. Et tant que nous aurons des problèmes démocratiques, on pourra dire tout ce qu'on veut sur les transitions qu'on souhaite, on aura du mal à les conduire. Voilà. Donc évidemment, ça fait vœu pieux que de dire ça, j'en ai parfaitement conscience, mais à mon avis, remettre tout le monde dans une situation d'emploi, c'est ma marge de divergence avec, de différence avec Timothée. Je pense pas que le revenu universel soit la clé, je pense que c'est l'emploi la clé. Le revenu universel pour servir le sujet. Nous ne pouvons pas s'y substituer, ou en tout cas, il ne faut pas laisser croire que ça pourrait s'y substituer. Voilà. Et je dois rejoindre une table ronde au Parlement européen sur le même sujet, donc je vais devoir vous laisser. Eh bien, écoutez, de toute façon, l'heure de la fin de cette table ronde est arrivée. Hein. Il faut être assez strict sur les horaires, puisque, je vous le rappelle, les journées de l'économie autrement, c'est 35 tables rondes qui vont s'enchaîner pendant 2 jours. Donc, j'incite tous les internautes qui suivent notre débat à regarder le programme, à aller piocher d'autres débats. Hein. Il y en a pour tous les goûts, ça dure encore pendant 2 jours. Et donc, du coup, je vais rendre l'antenne là tout de suite pour que la table ronde suivante puisse commencer. En tout cas, merci à nos 3 intervenants. Merci au public de nous avoir suivis. Et je souhaite un succès à cette 5e édition des Journées de l'économie autrement en ligne. Merci, au revoir.